Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Ce soir dans Débrief, on parle énergie. Alors non, ce n'est pas un sujet de spécialiste, c'est un sujet qui nous concerne tous. L'énergie est partout autour de nous. Elle nous permet de vivre une vie quotidienne confortable et connectée. Mais depuis quelques années, on nous demande de changer nos modes de vie. Alors, peut-on s'affranchir des énergies polluantes et doit-on viser une autonomie énergétique en Polynésie française? Et surtout, comment peut-on le faire? C'est ce dont on parle ce soir avec nos invités. Je reçois Jackie Briand, représentant Riura Les Verts, un écologiste convaincu, et l'écologie est au centre de cette question aussi. Bonsoir. Dominique Auroy, homme d'affaires bien connu du Fénois, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que tu as été à l'origine du projet Maramanui, donc la production d'hydroélectricité aujourd'hui portée par EDT. Bonsoir. Bonsoir. Jimmy Wong, président du syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et puis Franck Lucas, qui est professeur en énergétique et génie des procédés à l'UPF. Bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors un plateau qui a été compliqué à mettre en place, si je dois être totalement transparente. Nous avons sollicité le gouvernement, les grands groupes spécialistes de la question en Polynésie, qui ont décliné pour des raisons. Globalement, il faudrait se préparer pour bien parler de ce sujet-là, sujet qu'ils pratiquent tous les jours. Alors, on comprend vite que c'est un sujet sensible. Jackie, est-ce que l'énergie, c'est une manne financière et c'est ce qui rend le sujet sensible? Ta présentation, ça veut dire que ceux qui sont là, ils ne sont pas des acteurs de second degré, voire déclassés. Ce sont des spécialistes, chacun à leur niveau. Et il est toujours regrettable que les responsables du pays, en termes de choix de société, ne se présentent pas à un débat dans lequel on doit faire émerger. La difficulté pour nous repose sur deux choses. La première, c'est que c'est une question mondiale. Et il y a eu cette conférence à Paris où on a repositionné la démarche dans laquelle la transition écologique avec la transition énergétique. Les deux sont liés, de toute façon. Parfaitement. Ensuite, il faut décliner à l'échelon du pays, au-delà du Pacifique. Au échelon du pays, aujourd'hui, le pays est en train de travailler sur le plan climat-stratégie, qui fait suite à celui de l'ancien gouvernement Tapura, qui était aussi un plan climat-stratégie. Et dans le premier plan climat-stratégie, c'est moi qui l'ai porté pour le pays lorsque j'étais aux responsabilités. C'était le premier plan. Donc, la question que je te posais, c'est un sujet sensible, l'énergie? Ça veut dire qu'il faut que le pays et les responsables politiques donnent des orientations. Et à partir de là, vous allez convaincre des acteurs économiques, vous allez convaincre la formation, vous allez convaincre des investisseurs, parce que vous avez une vision de la transition. Mais si vous n'avez pas cette vision, ou en tout cas, si vous ne l'affichez pas, chacun va dans son coin essayer d'apporter une réponse qui est la sienne. Dominique, je te voyais sourire, limite rire un petit peu à ce qu'on est en train de dire. Je partage le point de vue de Jackie, mais j'irai encore au-delà. Il n'y a pas de volonté de développement des énergies renouvelables. On n'a que des discours, on n'a que des réunions, des congrès, des séminaires. Depuis 25 ans, le développement des énergies renouvelables a été volontairement bloqué par les pouvoirs politiques. Et depuis, rien ne se passe sauf du discours. Pourquoi pourquoi on bloque? Je dirais simplement, entre 1980, où il n'y avait pratiquement rien, et 2000, on a investi au niveau du pays, comme Maramanui, comme de la TEP, environ 20 milliards pour le développement des énergies renouvelables. À l'époque, il n'y avait pas de FRPH. Alors, FRPH, on va expliquer, c'est le Fonds de régulation des prix de l'hydrocarbure. C'est le pays qui subventionne le fuel pour que le kilowattheure soit moins cher qu'il ne devrait être réellement. Et à la pompe aussi. À la pompe également. Disons qu'on est environ à 39 francs du litre de subvention sur le gasoil utilisé pour l'énergie électrique et environ 15 francs sur le litre pour les voitures. Donc ça veut dire que le pays investit encore sur les énergies fossiles, comme le fuel, donc aide finalement le pétrole à continuer à être utilisé, quoi. C'est-à-dire que c'est le budget des impôts du pays qui subventionne directement le gasoil qui sert pour l'énergie électrique à hauteur de pratiquement 7,50 francs du kilowattheure et de 15 francs le litre au niveau de la pompe pour les voitures. Donc ça veut dire que tout cet argent, c'est de l'argent qui n'est pas investi dans le reste. C'est de l'argent qui aurait dû être payé par les utilisateurs réels, ce qui fait qu'on fausse les prix, c'est-à-dire qu'on maintient artificiellement un prix de l'énergie moins cher, ce qui est au détriment de la clarté des vrais prix et qui permettrait de développer les énergies renouvelables. On baisse le prix artificiellement
du prix du kilowattheure gasoil au détriment de la vérité sur les énergies renouvelables, qu'elles soient solaires ou autres. Ce que M. Oula dit est partiellement vrai. Lorsque la prise de conscience est venue sur le renouvelable, pour deux raisons. La première, c'est que le coût du pétrole est arrivé à un tel point où le comparatif avec du renouvelable était compétitif. C'est à ce moment-là que l'on a pris conscience. Avant cela, c'était peanuts. Le pétrole était pas cher. La seconde chose, c'est parce qu'il y a une prise de conscience qui a été le travail des associations, mais aussi des partis politiques qui se sont engagés dans l'écologie pour tirer la sonnette d'alarme en disant les effets de serre, les effets de réchauffement de la situation est lié à la consommation. Et derrière cela, effectivement, la volonté politique, pendant toutes ces... Donc, je ramène à la Polynésie, il y avait ce que l'on appelait une concession à EDT qui avait le monopole. Et la modification du calcul qu'on appelait à l'époque la formule, c'est la pétasse, c'est pas pour insulter, c'est le prix de l'énergie, le transport et les autres charges verrouillées complètement et c'était devenu le monopole de EDT. Donc, il a fallu beaucoup de temps avant que l'on commence à prendre conscience qu'il fallait sortir de cette précarité dans laquelle nous étions, non simplement par rapport aux importations, mais aussi notre capacité de pouvoir répondre à nos besoins. Et donc, l'arrivée de l'hydro a été effectivement une solution, mais c'est une solution qui a eu une conséquence, c'est la biodiversité. Oui, donc chaque solution a finalement un peu ses répercussions. Jimmy, tu représentes l'énergie solaire. Est-ce que tu considères qu'on a assez investi justement sur cette proposition-là qui peut être finalement appliquée chez monsieur et madame tout le monde? Oui, je ne serais pas aussi négatif que mes collègues, hein. Je crois qu'effectivement, on aurait pu aller un peu plus vite en termes de solaire, notamment au niveau du groupement que je représente. On a formulé de nombreuses observations, propositions au gouvernement qui ont mis beaucoup de temps à aboutir, hein, On revient à ce que disait Dominique, on parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. Voilà, la batterie de stabilisation réseau pour pouvoir mettre en place plus de solaire, etc., etc. Je dirais que c'est pas... on n'aurait pas pu aller non plus beaucoup plus vite. Parce qu'on voit que depuis 10 ans, le prix du panneau solaire a été divisé par 3 ou 4. Et le faire avant aurait été un mauvais choix économique. Parce qu'on aurait payé des panneaux solaires plus chers et qui sont amortis sur 30 ans. Alors que le faire maintenant, ça a carrément du sens. Avant, ça aurait eu un peu moins de sens. Idem pour la batterie. On voit qu'aujourd'hui, la batterie qui est nécessaire pour que le solaire puisse prendre une part beaucoup plus importante dans le mix énergétique, la batterie reste encore chère aujourd'hui. Aujourd'hui, il a perdu 20%. Dans 10 ans, il sera divisé par 3, 4 ou 5. J'en mets ma main à couper. Donc là, bon, aujourd'hui, en termes de rythme, je dirais qu'au niveau du solaire, on aurait peut-être pu faire 20-30% de plus. Mais le faire trop vite n'aurait pas eu vraiment beaucoup de sens non plus. Il reste la problématique aussi écologique, j'allais dire, du solaire, c'est le retraitement des panneaux, des batteries voilà. qui vient après. C'est souvent quelque chose que les écologistes, excuse-moi Jackie, mais mettent en avant, alors que les panneaux solaires, ils sont totalement inoffensifs, c'est 99% de silicium, il y a très peu de matière polluante dedans, pas plus qu'une fenêtre alu ou autre chose. Par contre, la problématique des batteries se pose. La problématique des batteries se pose. Ça ne se pose pas en Polynésie, ça se pose à l'échelle mondiale. Et moi, je suis carrément convaincu, vu l'élan qui est donné sur la voiture électrique, que la solution va exister. On a déjà des solutions qui se pointent en métropole, en Europe ou en Chine, des grands industriels qui se développent là-dedans. Donc, ce n'est pas un sujet. En tout cas, ne fermons pas la porte aux renouvelables parce que par rapport au groupe diesel et au pétrole, la différence, il n'y a pas photo, entre guillemets. Jackie, tu n'étais pas d'accord? Oui, la problématique des panneaux solaires, les écolos ne se sont jamais prononcés là-dessus, bien que par rapport à ce que l'on appelle le fait d'importer, vous brûlez du carburant pour les transporter, etc. Donc, il y a un effet externe à la production. La première ferme photovoltaïque, tu sais, toi qui es dans le métier, c'est l'État qui l'a fait, au Tuamotu. C'est la France. Oui, c'est la France, c'est l'État qui a payé pour avoir visité. Et quand on a visité ces atolls où il y avait des panneaux solaires, qu'est-ce qu'il y avait à côté des cocotiers? Des montagnes de batteries. Donc, on a vendu du solaire, on a vendu du renouvelable, on n'a pas intégré, la formation des Paumotu à la gestion de ce patrimoine qu'ils avaient, et deux, on n'a pas mis en place... Excuse-moi, Jackie, de te couper, parce que j'étais à l'époque VAT déjà, donc j'ai participé à ces programmes-là, et clairement, la formation des Paumotu a été faite.
Mais non. Ça a été fait. J'ai participé Mais à des non, formations de non, pompe. Tout le non. problème, c'est que justement, ça ne suffit pas. Et qu'il ne faut pas former les gens. On a vu avec le programme Photom qu'on a développé ultérieurement. Il ne faut pas former les gens à le faire parce que le panneau solaire que tu donnes aux gens et que tu dis vas-y, entretiens, le Pomotu ne va pas le faire. Il n'a pas conscience de la valeur du truc. Et c'est pas un gars qui est très calé dedans. C'est dénigrer le peuple polynésien de traduire que le Pomotu... Non, je suis désolé, Jackie. Non, c'est c'était pas que le Pomotu, mais ce qu'il fallait, c'est justement mettre en place des projets avec contrat de maintenance intégré. Et c'est pas qu'en Polynésie, Jackie. C'est aussi dans les autres îles. C'est aussi dans les autres pays. Tant que tu fais du solaire... Ça, c'est le pays qui doit mettre ça en place? Voilà, c'est donc cette erreur-là qu'il y a eu, dont parle Jackie, à l'époque, qui a été corrigée avec le programme Photom. Mais justement, il y a eu ce souci à l'époque. On a voulu faire de la Polynésie on appelle ça un pionnier du solaire, alors que on n'est pas bon pour être pionnier de n'importe quoi. On est à 20 000 km de tout, on n'a pas de capacité industrielle. Ça ne nous empêche pas peut-être de commencer à faire des formations qui sont intéressantes. Gâchis parce que l'industrie n'était pas prête à ce moment-là. Oui. Les panneaux solaires coûtaient extrêmement cher et on a voulu financer, grâce au CEA, ce genre de choses-là, mais du coup, ça a été un gâchis, je suis d'accord. Mais voilà, c'est pour dire que, en fait, le faire trop tôt, ça n'a pas de sens. On parle de formation, on a un professeur en énergétique et génie des procédés sur le plateau. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette question de la formation? Je pense qu'on n'a pas forcément à rougir de l'évolution du mix énergétique, c'est-à-dire les moyens de production qui sont mis en œuvre pour produire de l'électricité en Polynésie. Il faut que, comme toutes les transitions énergétiques, il faut qu'elles prennent le temps de se faire. Il faut que la population accepte cette transition de technologie pour qu'on évite les écueils que vous avez cités, qui sont aussi des écueils qui ont pour l'instant freiné le déploiement de l'hydroélectricité. Il y a certaines technologies, si on ne les met pas en œuvre en prenant le temps de sensibiliser la population et de recevoir leur assentiment vis-à-vis de la technologie, on grille un peu les étapes et on n'est pas forcément à même de démontrer la pertinence de la technologie. Tu fais bien de parler de la population, parce que c'est vrai que dire finalement aux gens que si on enlève par exemple le FRPH, donc on ne finance plus le pétrole, le prix va augmenter, on reste dans une société un petit peu individualiste, c'est-à-dire que nous on va voir qu'à la pompe ça va nous coûter plus cher, que l'électricité qui nous coûte déjà cher. On constate que forcément la dépense n'est pas toujours le critère premier qui engage la décision d'un utilisateur. Il y a d'autres verrous qu'il faut lever, donc, liés à des aspects plutôt des fois culturels, et ça fait partie des éléments de recherche qu'il faut qu'on traite, nous, de notre côté, dans la partie scientifique, c'est-à-dire comment faire accepter certaines migrations de technologies par la population compte tenu des aspects culturels, parce qu'on peut développer les meilleures technologies du monde et on peut augmenter le rendement des panneaux solaires, les multiplier par 3, si la population trouve que la couleur du panneau solaire ne lui convient pas et qu'elle ne la met pas en œuvre, on ne la mettra pas en œuvre. Alors, je veux juste revenir sur l'hydroélectricité qui a commencé il y a une trentaine d'années, qui a bien fonctionné, même plus que ça. 44 ans. 44 ans. On a créé Maramanui le 25 mai 1980 avec Milweb, qui était le maire de Taouaï. Finalement, on était un peu pionnier peut-être sur cette question-là il y a 40 ans. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas déjà sur ce chemin-là et peut-être bien avancé sur cette question de l'hydroélectricité? Le problème, il est simple, si on doit dire la vérité. En 1998, nous avions atteint 50% de production d'énergie hydroélectrique par rapport aux consommations de Tahiti. Et sous influence que je ne préfère pas citer, le gouvernement a sorti la charte de l'énergie en arrêtant le développement de l'énergie hydroélectrique pour 5 ans. Et on se rend compte pratiquement... Et depuis, ça ne s'est pas relancé. 25 ans, on a bloqué volontairement le développement des énergies renouvelables. Et je dirais même au-delà, on l'a bloqué sur tous les autres aspects de développement des énergies renouvelables. Actuellement, si rien ne se développe ou pas grand-chose, c'est pour une raison simple, on ne fixe pas de prix du rachat des kilowattheures en énergie renouvelable. Il y a d'autres projets que je connais qui sont prédémarrés pour lesquels on a les autorisations. Jackie, tu dis non, mais je peux t'apporter les preuves. C'est du n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Aujourd'hui, le KVA hydro, il est vendu à combien? Le kilowatt hydro est actuellement vendu à 14 francs. Bien. Il est fixé par le pays. Mais c'est le seul qui est fixé. Alors, non, mais laisse-moi finir. La production, parce que c'est moi qui étais aux responsabilités. La production voltaïque aujourd'hui, lorsque je suis arrivé, c'était le grand bazar. Tout le monde voulait faire des fermes. Bien. Quand je suis arrivé, j'ai pris des dispositions
Quel est le prix du kilowattheure photovoltaïque aujourd'hui? 16 francs. Il est fixé. Pourquoi? Parce que c'est le pays avec cette fameuse concession qui donne le privilège à EDT. Nous devons ensuite compenser la vente parce qu'on a perdu de l'argent. EDT a perdu de l'argent. Donc, c'est encadré. Ensuite, l'autre élément, et je termine là-dessus. On va laisser aussi Dominique finir son l'autre propos élément. parce qu'il a Pourquoi commencé. est-ce que les politiques ont arrêté d'aller massacrer nos valeurs? Quand vous aurez terminé de massacrer la dernière vallée, vous allez aller où? Alors, Ça, c'est la premièrement, première chose. alors là, je La m'inscris seconde en chose. faux. Il n'y a aucun massacre. Il y a simplement du non-dit. les Il y a simplement patrimoines- des erreurs que tu dis. Les Tout le vallées qui ont patrimoine. été faites sont Jackie. propres. Exemple, Non, non. la Papineau, elle est accessible. Toutes les vallées dans lesquelles on a aménagé, les Tous les installations, massacres elles de se sont tous mises les en valeur. marais Bon, ont bon, été bon. réalisés pour les tracés de chemin qui n'ont absolument Ah bah, effectivement, rien à on ne peut voir. pas faire Eh ben de route oui. sans ouvrir. Eh ben oui. Donc il faut Mais admettre donc, il vaut mieux laisser vous avez les vallées détruit. totalement à l'abandon et n'en rien faire. C'est beaucoup mieux. Je veux dire, en état pour vous, c'est actuel. l'abandon. Bon. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le fait de il ne pouvoir faut avoir pas mélanger les choses. Il ne faut pas Non, mais mélanger les choses. La question, c'est La perte, on n'a jamais introduit dans les travaux qui ont été réalisés par les études d'impact, quelle est la perte en biodiversité. Je vais vous donner un exemple. Le haut-pou, ça vous dit rien. C'est un petit poisson qui pond et qui permet au ENA de pouvoir se développer à l'extérieur après la ponte, qui faisait vivre des centaines de familles sur la côte Est. Aujourd'hui, où sont ces personnes-là? Ils n'ont plus la ressource naturelle. Jackie, la question moi, que je veux te poser, ça veut dire Et donc- on arrête tout et on continue à utiliser du pétrole. Il y a un certain nombre aujourd'hui. L'hydro, c'est non. Par contre, il y a une énergie qui a été développée, c'est le SWAC pour pouvoir produire. Là, il faut continuer à le travailler. Qui ne produit que du froid, hein, on est d'accord. Oui, C'est oui, uniquement oui, pour oui. les Mais pour pouvoir climatiseurs. produire votre froid à vous, il a fallu aller chercher de l'énergie On est d'accord. qui vous coûte la peau des fesses. Oui, mais La seconde ça chose- reste limité à un Non, champ. non. La seconde chose, c'est l'énergie thermique des mers. Aujourd'hui, il n'y a pas un rang qui est mis à l'intérieur de cette démarche. Il faut, et effectivement, on a aujourd'hui une approche qui doit être, il faut investir massivement, il faut intégrer du privé Alors, et il faut mettre en Alors, place. je vais te répondre sur le SWAC. Nous sommes à l'origine de l'idée d'avoir fait le SWAC pour l'hôpital. Nous souhaitions à l'époque un réseau qui aurait couvert depuis Papeete jusqu'à Arouet. Qui nous a bloqué sur le SWAC? Le pays. Et je l'affirme. Avec des faits répréhensibles en pénal pour lesquels on a demandé à déposer plainte et que personne ne veut instruire. Donc en l'état actuel, le SWAC a été bloqué par le pays. Franck, Je connais un peu les technologies parce que mes doctorants travaillent sur ces technologies, l'ETM et le SWAC. Donc, il faut savoir que le SWAC, c'est un dispositif qui permet de produire du froid et pas de l'électricité, qui fait un effacement donc, de consommation et de on réduit puissance. la consommation On 600 réduit. d'électricité. millions pour l'hôpital par an. Mais- 600 millions. Et on divise C'est pas par négligeable. 10, on divise par 10 la consommation donc, électrique de l'hôpital. On divise par 10 les émissions de CO2. On divise par 10 les appels de puissance sur le réseau grâce à Et la technologie. un système comme le SWAC, est-ce qu'on peut l'appliquer à tout le monde? Enfin, Non. c'est Et la voilà. technologie SWAC, elle est performante parce qu'elle est localisée sur une zone bien définie. Si on étend la technologie et si on rajoute des pompes pour aller délivrer du froid à 5, 10, 20 km du point de production, ça n'a plus d'intérêt. On Je perd pense- l'intérêt de la performance énergétique du système. Là, je m'inscris en complément faux. Il existe de nombreux réseaux de distribution d'eau glacée, que ce soit en C'est ce France, qu'on aux appelle le États-Unis, etc. district cooling, Mais je mais les raisonne. performances mais- sont loin Non, d'être équivalentes je à ne celles suis du pas SWAC. d'accord avec ce raisonnement. Une Les pompe chiffres de parlent d'eux-mêmes. circulation, oui, je parle des chiffres, pour avoir étudié, avoir fourni l'ensemble des dossiers, des techniques, sur une des distances de 2 ou 3 km, c'est exploitable sans aucun problème Les sur projets- des gros clients. Les projets SWAC qui ont été envisagés, notamment il y en a eu à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, ont tous échoué parce que le réseau de distribution était trop étendu et le modèle économique n'était pas suffisamment établi pour que l'énergie soit vendue au même tarif que la Donc production. on revient toujours au modèle Alors, économique et finalement je à m'inscris la également finance. en faux. Le problème de la Réunion, le prix du kilowatt est fixé par rapport au kilowatt France subventionné par la fait. France. Donc on compare des prix d'énergie subventionnés par rapport à un véritable prix. Dans le cas de la Polynésie, où on a les véritables prix au FRPH, sur des distances de 2 ou 3 km, c'est-à-dire prendre depuis Carrefour jusqu'à la CPS, c'était parfaitement faisable de faire un réseau de distribution sur 2 km en coût Les économique. projets de la Réunion sont des projets qui avaient des réseaux de distribution de plus de 15 km. Donc à 15 km,
Est-ce qu'il y a une répercussion écologique quand on utilise ce type de Ça fait système? partie des éléments qu'il faut aussi qu'on étudie. Comme il y Parce qu'on a a assez de donc, recul, finalement, c'est ça. effectivement, on prélève une ressource à grande profondeur qu'on va rejeter dans l'océan. A priori, il peut y avoir des effets bénéfiques, mais il faut les vérifier. Un phénomène de upwelling artificiel qui pourrait booster la biomasse au voisinage de l'exutoire. Donc là, ça, c'est des études qui n'ont pas encore été menées, qu'on va mener, nous, dans un programme qui va démarrer très prochainement à la fin de l'année. Mais il y a encore un certain nombre d'inconnus. Et ce qui est intéressant sur la technologie SWAC, mais aussi sur la technologie ETM, c'est qu'il y a une amélioration. Technologie ETM, juste pour expliquer. Énergie thermique des mers qui permet, avec de l'eau profonde et de l'eau de surface, de produire de l'électricité. On va démarrer des programmes de recherche qui permettraient de coupler la technologie SWAC, donc Seawater, la climatisation, avec une technologie ETM, de manière à produire à la fois du froid et l'électricité sur des petites puissances, de manière à limiter l'appel de puissance sur les pompes du SWAC. Ces deux technologies-là, elles demandent malgré tout, et j'ai travaillé, moi, il y a quelques années, sur des cycles ETM avec des gros industriels français, les projets n'ont pas abouti à cause de la variation du prix du pétrole. Alors, le prix du pétrole oui. a chuté On brutalement. revient toujours à ce Et pétrole. tous les projets ETM ont été abandonnés en France. Je vais juste Non, poser. attention, Vas-y, Dominique. je tiens à répondre que premièrement, le projet de circulation entre Carrefour Haroué et la CPS, nous le financions, nous avions les financements, c'était économiquement fiable, même rentable, et on a été bloqué par le pays. On a eu la concession pour faire le pompage, on avait avancé au niveau des autorisations, et ensuite il y a eu changement de gouvernement, et on a été bloqué. Pour des questions de lobby, pour des questions. Quel est le point de blocage? La question que je me pose, quelle est la volonté réelle, et je réinsiste, de développer les énergies renouvelables? Je me pose la question, j'ai X exemples concrets qui ont été préfinancés pour lesquels on a eu les autorisations. Jackie, je dis ça simplement, une centrale houlomotrice. On était également en partenariat avec l'ADEME, qui en avait financé une partie. On a eu les autorisations d'implantation, autorisation de distribuer l'énergie électrique. On n'a jamais pu le faire. Pourquoi? On n'a jamais fixé le prix du kilowattheure auquel on nous le rachèterait. C'est hyper facile de bloquer tout projet. On ne fixe pas de prix. Et ça, j'en ai les preuves. Moi, je veux juste revenir à monsieur et madame tout le monde que je vais représenter ce soir. Est-ce que je vais revenir sur le solaire, équipé, que tout le monde s'équipe en solaire à la maison, qu'il puisse avoir une forme d'autonomie à domicile, c'est envisageable? Est-ce que ça aiderait un petit peu ce grand marasme? Clairement, la problématique du prix du fuel, c'était une problématique il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est dépassé. On voit dans le plan pluriannuel de l'énergie que le gouvernement est en train de sortir que le prix de revient du kilowattheure fuel aujourd'hui, hors FRPH et tout ça est à 20,70 francs. Le prix du solaire aujourd'hui, le prix du solaire sans batterie, le prix de revient est de l'ordre de 6 à 7 francs. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc, il y a clairement les gens qui s'équipent aujourd'hui de panneaux chez eux ont un temps de retour sur investissement de 6-7 ans, pas plus. On peut atteindre une autonomie personnelle ou pas? Donc voilà, donc si pour produire plus de solaire en Polynésie, ça fait partie des propositions que nous avons fait au gouvernement et qui commencent à être suivies parce qu'il y a un projet de loi qui est en cours. On voulait notamment, on disait au gouvernement, il y a plein de toits en Supapété qui ne sont pas équipés. Pourquoi? Parce que justement, on a besoin de réformes sur la possibilité de revendre du kilowattheure sans avoir un abonnement UDT qui est extrêmement coûteux. C'est ça le problème, c'est qu'on remet en question un monopole finalement? Non, c'est pas une question de monopole, c'était une façon de chiffrer les choses. Oui, enfin, c'était une façon de chiffrer les choses qui n'était pas... C'est du monopole. Qui n'était pas cohérent, donc on a demandé ce genre de choses-là. Donc c'est du monopole. Ça avance, mais clairement, aujourd'hui, les réponses du gouvernement ne sont pas encore complètement satisfaisantes pour nous, parce que notamment, justement, on voulait pousser les gens à équiper plus de panneaux solaires chez eux, avoir des plus grandes toitures, parce que c'est comme ça qu'on développe c'est un peu variable aussi, l'énergie solaire. Mais le problématique, c'est par exemple la nouvelle loi du pays, elle dit que voilà, le rachat du kilowattheure des gens qui mettront plus de panneaux solaires, aujourd'hui il est à 16 francs, il passerait à 5 francs. On veut leur dire, mais c'est quoi c'est pas cohérent. Vous voulez développer le solaire, et en même temps, vous avez on n'a pas une cohérence dans la politique. Il y a une forme de blocage, d'une certaine manière. Jackie, ça va être la fin de l'émission. Oui, il y a des choix politiques qui doivent être définis. J'ai construit là en haut depuis 9 ans. Je suis en autonomie complète. J'ai mes batteries
j'ai ma production, je ne suis pas du tout embêté par les variations du coût du pétrole. Ça, c'est à titre personnel. Mais je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui le font. Pourquoi? Parce que j'ai les moyens. Je parle maintenant d'une famille qui n'a pas nécessairement les moyens. Quelles sont les incitations qu'on lui propose? Pas grand-chose. Mais non. Or, la modification du PGA d'une commune est absolument nécessaire. Si vous ne faites pas la modification du PGA, vous ne pouvez pas installer des panneaux comme vous le voulez. Parle devant bien ton Le micro. PGA, hein. c'est le plan Oui. général d'aménagement d'une commune. C'est La ça. seconde chose, on n'a pas modifié le code de l'urbanisme. Dans le code de l'urbanisme, lorsque quelqu'un va investir dans une énergie dite renouvelable, on doit lui signifier par son impôt sur l'immobilier qu'on reporte à la 10e année, par exemple, qui prend en charge, et ce sont des mesures incitatives, au-delà du fait qu'il faut convaincre de la nécessité Donc, d'y aller. pour- Donc, il y a des mesures très pratiques pour pouvoir faire avancer rapidement la chose. Je vais devoir conclure cette émission, malheureusement, on pourra en parler bien plus longtemps. On n'incite pas au niveau des particuliers, on bloque au niveau des grands projets. Donc, il y a une vraie problématique encore sur l'énergie. Je vais citer quelques chiffres. De 80 à 2000, on est arrivé à 50% d'énergie hydroélectrique, Hydroélectrique, ouais. qu'on vendait à l'époque à 12 francs, qui est actuellement à 14 francs. Si on raisonne en 2024, si le kilowattheure n'est pas plus cher, c'est grâce à Maramanui. L'économie, le prix du kilowattheure hydro est à 14 francs, le kilowattheure thermique est à 35 francs. S'il n'y avait pas eu Maramanui, on paierait en substitution le kilowatt à 35 francs. Je vais t'apprendre la comptabilité. C'est complètement faux. C'est verrouillé par la concession qui rend le monopole à EDT. Et c'est cette fameuse pétasse qui nous pose problème aujourd'hui. On rappelle que pétasse n'est pas une insulte. C'est le prix de l'énergie, le transport. Et je raisonne purement technique et précis. Le kilowattheure hydro est à 14 francs, le kilowattheure thermique est à 35 francs. S'il n'y avait pas d'énergie hydro... selon le PPE. Désolé. Alors, messieurs, je suis désolée, vraiment, on est obligé de conclure. La question du financement, la question des blocages. La question du blocage, la question des prix est vraiment centrale dans cette question de l'énergie en Polynésie. Moi, je voudrais juste vous rappeler qu'il y a eu un blackout il n'y a pas si longtemps en Polynésie. On a vu que la vie s'arrêtait quand on n'a plus d'énergie, quand on n'a plus d'électricité. Donc, essayons d'avancer vers une autonomie, ce qui va nous permettre peut-être de pouvoir faire perdurer notre vie quotidienne aussi confortable qu'elle puisse être. Tout le monde parle de souveraineté maintenant. Exactement. Parlons souveraineté d'énergie en Polynésie. Merci beaucoup d'avoir apporté un maximum d'informations sur ce sujet qui est complexe, qui est sensible, on l'a dit en début d'émission. Merci, messieurs. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h30 sur TNTV. Bonne soirée.